Merci à tous de vous joindre à nous. Je vous laisse encore quelques secondes. Les gens vont continuer à arriver et nous allons les admettre au fur et à mesure. Je voulais vous souhaiter la bienvenue pour le premier épisode des Conversations nationales de cette année. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui je m'appelle Heather Simpson et je suis la responsable de la science du feu ici chez CIFC et je suis vraiment enthousiaste de pouvoir présenter notre première session et notre premier intervenant. Notre première session portera sur l'intégration des risques stratégiques dans les opérations de gestion des incendies et notre premier conférencier pour la série de conversations nationales est Kit O'Connor. Donc, Kit est un écologiste de recherche très estimé par l'équipe scientifique de gestion des risques des incendies au bien-être au ministère américain de l'Agriculture. Et Kit et son groupe de chercheurs avec lequel il travaille ont fait du travail incroyable depuis les dernières années. Il va faire une présentation sur qui concerne plusieurs recherches et Kit est vraiment l'élément clé dans ce domaine et c'est vraiment diminuer les impacts de l'humain sur l'écosystème dans la gestion des incendies. Et Kit, je vais vous donner la parole et je vais également dire, juste pour vous donner un aperçu de la façon dont cette session est planifiée, Kit va faire une présentation d'environ 25 minutes. Et ensuite, il y aura une période de questions-réponses de 10 minutes. C'est vraiment interactif et ça portera sur les incendies et vous allez faire une démonstration de ce tableau de bord des feux de forêt. Et c'est vraiment ouvert à la discussion. Pendant le premier volet, si vous avez des questions, nous vous encourageons à les poser dans la boîte de discussion. Et pendant la phase de présentation, ensuite, nous allons ouvrir la discussion. Si vous pouvez lever la main dans les réactions. Et nous aurons le temps pour une conversation complète sur ce sujet à la fin. Donc, Kit, je vous laisse la parole. Super, merci beaucoup. Heather, est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Premièrement, je tiens à vous remercier, vous et le comité, de m'avoir invité pour faire cette présentation ainsi qu'à tous ceux d'entre vous qui ont pris 1 heure de votre journée pour venir écouter et j'espère en retirer de nouvelles idées. Nous allons tous avoir une chance d'apprendre de ce travail. Et comme Heather l'a mentionné, je vais parler du travail de beaucoup de personnes. Donc, désolé, Kit, je pense que vous êtes en sourdine. J'ai été mis en sourdine. Intéressant, cool. Donc, je vais réessayer. Donc, rapidement, comme Heather l'a mentionné auparavant, c'est un groupe de personnes qui travaillent de façon collaborative. Il y a des personnes du gouvernement fédéral, d'autres des universités et aussi de la recherche et plusieurs personnes directement du système forestier américain. Et je veux attirer rapidement votre attention sur les noms ici qui sont co-auteurs de ce document. Donc, ce sont mes collègues directs. C'est l'équipe scientifique de gestion des risques de feux de forêt. Et Heather en fait partie également. Elle travaille avec nous depuis plus de 3 ans, je crois. Et ensuite, nous avons les équipes d'entreprises du service forestier, qui est une sorte de groupe de résolution de problèmes qui parcourt tout le pays pour répondre aux besoins du paysage individuel. Et ensuite, nous avons l'Institut de restauration forestière du Colorado de l'Université d'État de l'Oregon, qui ont beaucoup de soutien financier de la gestion des incendies et de l'aviation. C'est donc directement le système de gestion des incendies et de prévention des incendies des États-Unis. Donc, voyons si je peux faire avancer mes diapositives. Rapidement, qui nous sommes? Nous sommes un groupe de chercheurs de la Rocky Mountain Research Station, qui est basée à Fort Collins, au Colorado, mais notre empreinte couvre une grande partie de l'ouest des États-Unis, jusqu'à la frontière canadienne avec le Montana, l'Idaho et Washington. Et nous travaillons aussi directement avec la frontière mexicaine jusqu'au système des îles
donc en Arizona, au Texas et au Nouveau-Mexique. Notre groupe travaille spécifiquement sur la formalisation de la prise de décision, notamment dans la phase de planification et d'évaluation, mais aussi directement dans la réponse au niveau de l'incident. Nous travaillons donc directement avec les équipes de commandement des incidents, les administrateurs des agences et dirigeants sur le terrain, qu'il s'agisse de superviseurs, de représentants régionaux, pour aider à communiquer la stratégie et idéalement créer un visuel, une sorte de carte qui montre les attentes, quelle est la planification pour la période de temps et notre compréhension du moment. Nous essayons vraiment de transcender le côté planification des choses, puis les opérations et les performances. Avec ce genre d'idée de surveillance constante, ce que nous avons prévu de faire avec les informations dont nous disposons en obtenant un retour d'information et en réévaluant notre stratégie et en disant est-ce que ça se tient ou c'est un type de recalcul qui doit être fait? Comment pouvons-nous continuer à nous adapter à l'environnement du feu au fur et à mesure qu'il évolue? Ou si nous sommes dans une planification pré-incendie plus collaboratif et comment on peut s'assurer que leurs attentes et leurs besoins soient satisfaits et intégrés dans un plan et que tout le monde a une sorte d'attente commune de auquel peuvent s'attendre quand il y a un événement. Et nous avons vraiment concentré sur la composante de prestations scientifiques et c'est pour ça que le bureau Washington veut investir plus de fonds et ça fait beaucoup plus de traction. Donc avec tout ceci, pourquoi la science du risque? Pourquoi parlons-nous de changer un système qui, au Canada et aux États-Unis, a évolué, s'est adapté depuis un siècle ou plus, en essayant de comprendre comment ces décideurs experts en matière de prévention des incendies ou une grosse expérience qu'ils essaient de faire donc au propos des incendies, pourquoi avons-nous besoin d'injecter une nouvelle approche scientifique dans ce domaine? Une des choses que nous avons identifiées dans l'ouest des États-Unis est qu'au cours de la dernière décennie, la complexité des incidents de feux de forêt a vraiment augmenté. Il s'agit d'une combinaison de conditions de paysage, de terrain, de conditions météorologiques imprévisibles, de changements climatiques aussi, et cette sorte de croissance constante des zones urbaines sauvages. Donc, il y a plus de risques à identifier qu'il y a 30 ans environ. Donc, comment on peut intégrer toutes ces variables de façon dynamique et d'identifier la meilleure façon, la meilleure approche. Donc, typiquement, on n'a pas d'informations sur ce que le feu va faire et quelles sont les actions appropriées. Et de façon typique, quand on est près de... Il y a des vies humaines qui peuvent être perdues. Les pompiers se mettent en danger également et le public de façon générale. Et nous avons ces échéanciers de temps, si c'est la proximité des choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est vraiment cet environnement incertain, dynamique. Une des choses que nous avons identifiées dans notre recherche, c'est qu'il y a beaucoup de biais de décision et ça fait vraiment partie de l'humain. Donc, quand vous voyez une équipe de commandants, il y a des actions qu'ils veulent prendre, il y a 80% de chances que ça va fonctionner. Et si vous... Donc, vous voyez vraiment les résultats de 30 ou 40% de ce que nous avons prévu. Donc, d'essayer de comprendre ces biais de décision, ça fait partie un peu de l'optimisme d'être un agent de décision. Et si on peut avoir plus de chiffres, on peut être un peu plus précis dans ces prévisions. Nous avons affaire à ces conditions analogues. Nous voyons de plus grands incendies brûlés avec des plus grandes sévérités et personne n'a d'image de ça dans son expérience. Donc, quelle est la meilleure action à prendre? Et les moyens que nous pouvons juste structurer cette décision d'une manière avec un meilleur résultat, mais certainement une décision elle-même, parce que constamment nous sommes confrontés à ces compromis risque-risque. Est-ce que nous faisons un traitement avec un risque proportionnel de sorte que nous investissons dans une stratégie à forte probabilité de succès qui va réduire les dangers et les hasards?
peu importe ce qui se passe vraiment du côté de l'incendie, est-ce que nous le faisons à un bon niveau? Donc, il suffit de suivre un peu cette boucle de base ici. C'est la branche des opérations stratégiques qui a été lancée cette année aux États-Unis et dans les services forestiers. On commence à définir l'incident, développer et évaluer les stratégies basées sur les informations dont on dispose. On choisit une stratégie spécifique et on la communique. Vous mettez tous ces éléments sur une carte et ça vous permet d'aligner les attentes au sein de l'incident, même au niveau de la division, mais ensuite jusqu'au niveau du leadership, du gestionnaire du terrain et toutes les parties prenantes autour de cet incendie. Et ensuite, une fois que vous avez développé cette carte, vous agissez sur la stratégie que vous avez proposée et après un jour ou deux ou tout autre intervalle de temps approprié, vous voyez si ça fonctionne. Et si ça n'a pas fonctionné, vous devez redéfinir votre prochaine stratégie. Donc, c'est une idée simple, mais il y a tellement de complexité à réaliser avec ça. Donc, la base de tout ceci, c'est une sorte de prise de décision non structurée et de créer une responsabilité et une compréhension de ce qui se passe autour de ces décisions. Et c'est un bon point d'injection de science dans ce processus de modélisation physique du feu. Donc, depuis les années 70, ces équations de modèles physiques d'incendie ont été développées et puis 2006-2007, nous avons commencé à cartographier ces choses. Nous pouvions utiliser quelque chose comme une carte plate pour montrer ce que nous pensions être les effets potentiels du feu. Et 5 ans plus tard, nous avons amélioré le système. Ce que vous regardez ici, c'est vraiment une carte qui vous montre un peu la propagation d'un feu. Donc, c'est vraiment de prendre pour acquis que le feu, aucune action de suppression sont prises en charge. Il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de routes qui sont comptabilisées. Donc, c'est vraiment juste la physique du feu pour diriger l'information. Et si une ressource, mais si on a plus de ressources, on peut influencer ce patron de feu. C'est juste un exemple de... C'est une région en Californie qui a beaucoup de feux avec une grande population, juste au sud du lac qui est situé ici. Si vous le prenez, ceci, et vous passez à travers notre système standard, c'est un système de feu de forêt. Vous avez d'autres outils. Ça vous permet d'amener la modélisation ici. Et ensuite, vous pouvez le mettre en contexte des autres feux autour, des autres incendies autour, où est-ce qu'il y a les risques potentiels et vous pouvez débuter à faire votre stratégie autour de ça. Et un des défis des feux de forêt, c'est que c'est environ 10 ans maintenant et la technologie a évolué et la possibilité de télécharger de nouvelles données, la modélisation, toutes ces choses ont vraiment décollé au cours des 5 dernières années. Et l'autre défi aussi, que si nous faisons l'évaluation formelle des risques pour chaque incendie, ça nous indique quelle équipe appropriée à faire intervenir compte tenu du risque existant, mais c'est complètement subjectif. C'est une personne s'assoit, regarde une carte, clique sur certaines de ses couches et dit, ah, ça l'a relevé, ça c'est modéré, et c'est ce qu'ils documentent et c'est ce qu'ils amènent. Mais ce n'est pas une structure formelle comme processus qui peut être créé par plusieurs individus. Donc, il y a plusieurs défis ici. Et c'est pour ça qu'on fait vraiment une refonte, même si ça fait 5 ans que nous travaillons sur ce modèle. Donc, on va essayer de travailler sur une nouvelle génération. On ne sait pas quand est-ce que ça va être disponible. Un des éléments ici qui fait que c'est plus stratégique, c'est si vous avez une modélisation physique du feu qui ressemble à ça. Et ensuite, vous pouvez commencer à apporter quelles sont les valeurs spécifiques du terrain et quelle est la susceptibilité au feu. Ici, on peut commencer donc à cartographier le risque d'incendie de feu de forêt pour tous les composants spécifiques qui nous intéressent. Et ce que vous voyez ici, c'est une capture d'écran du tableau de bord d'assistance à la gestion des risques. Et c'est sur quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui. C'est vraiment un outil de cartographie plus dynamique qui nous permet d'apporter toutes les informations que nous voulons et d'afficher beaucoup plus de ces nouveaux projets de recherche ou produits qui nous permettent de tenir compte d'un grand nombre de variables différentes dans l'espace et dans le temps. Et ici, par exemple, nous pouvons dire immédiatement à partir du feu Mosquito qui est vraiment au doigt central de l'incendie ici,
Vous voyez au nord, au sud, à l'ouest, c'est vraiment un feu très peu important. Donc, c'est immédiatement pour regarder à quoi ressemble le risque. L'évaluation quantitative des risques d'incendie de feu de forêt vous permet d'examiner ces éléments à l'avance, avant même qu'il y ait de la fumée dans l'air. Et dans cette phase de planification, vous intégrez la probabilité d'incendie dans l'équation pour avoir une idée de la probabilité qu'un endroit brûle ou non. Mais quand vous êtes dans l'environnement de prise de décision d'un incendie réel, vous avez un incendie qui s'est déjà produit, la probabilité disparaît parce que ça se produit en ce moment. Donc maintenant, on se concentre sur l'intensité et la susceptibilité pour toutes les choses que nous essayons de prendre en compte dans ces incendies. Une autre composante importante de cette situation est devenue évidente autour de 2014-2015. C'était la sécurité des pompiers qui n'était pas bien prise en compte et dans beaucoup des stratégies qui étaient menées sur ces grands feux de forêt dans l'ouest des États-Unis. Et si vous regardez les 70 ou 80 ans de décès de pompiers aux États-Unis, on ne s'est pas du tout amélioré dans la protection de nos pompiers. Et juste après le décès de 2013 à 2015, le chef du service forestier a réuni un groupe et a créé quelque chose qui s'est appelé l'initiative La vie avant tout. Et une partie de cette initiative, c'était de donner aux pompiers le pouvoir de refuser les affectations, mais cela revient à faire reposer toute la prise de décision sur les épaules du pompier lui-même. Donc, d'un point de vue stratégique, nous nous sommes dit pourquoi les pompiers devraient-ils assumer ce fardeau et décider ce qui est sécuritaire pour eux? Ça devrait être du ressort des dirigeants qui devraient être en mesure de décider de l'adéquation de l'exposition à des stratégies de risques spécifiques. Et cela signifie qu'ils ont besoin de certains outils pour vraiment avoir cette exposition et essayer de déterminer si certaines stratégies impliquent un risque pour la sécurité des pompiers à tel endroit. Donc, tout cela a, quelque sorte, donné naissance à ce nouveau programme qui était, quelque sorte, conçu en 2016. Cette sorte de partenariat entre les gestionnaires des incendies, les scientifiques des incendies, les analystes et la direction de l'agence qui se sont assis à la table et qui ont décidé qu'est-ce qui pourrait ajouter la prise de décision structurée dans notre grand système de gestion des incendies, à quoi ça pourrait ressembler. Et à ces enjeux élevés pour améliorer la prise de décision dans toutes les manières possibles. Et c'est ainsi que l'équipe d'assistance à la gestion des risques sont nées en 2017 et une équipe de personnes déployées sur les incendies individuels comme une sorte de couche supplémentaire d'aide à la prise de décision. En 2017, nous avons eu 11 incidents dans l'Ouest que nous avons soutenus. Et j'étais une de ces personnes qui fournissait des analyses sur mon ordinateur portable dans une chambre d'hôtel en essayant de fournir de meilleures données qu'ils n'avaient jamais eues dans le passé. En 2018, nous avons compris assez rapidement que les analystes sont plus productifs s'ils ont accès à des machines plus grandes et qui ne se déplacent pas partout. Donc, nous avons pris en charge davantage de feux à partir de 2018. En 2019, nous avons passé à un format complètement virtuel. C'était un peu comme un téléphone et un expert et vous avez des questions spécifiques sur la façon d'interpréter les choses, mais vous n'aviez pas besoin d'avoir un corps dans la pièce pour la prise de décision. Et ensuite, vous voyez cette croissance exponentielle qui s'est produite. Nous avons eu ce doublé de nombre d'incidents que nous pouvons prendre en charge d'une année sur l'autre. Donc, en 2021, l'année dernière, nous avons documenté l'utilisation de ces outils sur 113 grands incendies dans l'Ouest, ce qui signifie que s'il y avait un feu de forêt qui faisait la une des journaux, on était là pour le soutenir. Et cette année, on était en mesure de prépositionner un grand nombre de ces produits, mais on estime que ce serait de 150 à 200 feux de forêt qui ont été soutenus par ces outils. Ce dont je parle ici, ce sont des composantes qui se trouvent sur ce qu'on appelle le tableau de bord RMA. C'est un tableau de bord d'assistance à la gestion des risques qui suit les incendies dans l'ouest des États-Unis, ou les États-Unis continentaux, je devrais dire. Et vous voyez une série d'onglets en haut de la carte qui vous permettent d'évaluer différentes composantes de ces incendies et d'apporter soit des données en temps réel, soit des données de fin de saison dernière. Quand vous commencez à regarder des choses comme la structure de combustible, la modélisation potentielle des incendies, quelles sont les informations les plus récentes que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions? Quels sont donc ces outils dont je parle, ces nouvelles analyses? L'un d'entre eux, c'est vraiment l'Atlas des lieux de contrôle potentiel, PCL, qui est conçu pour déterminer où sur le terrain notre feu a le plus ou le moins de chances d'être contenu avec succès. Donc, quelle est notre probabilité de réussir à arrêter le feu de forêt n'importe où sur ce terrain?
Et c'est la représentation spatiale de l'aptitude à l'endiguement qui utilise les conditions associées à dépendamment du type de végétation, le type de conditions météorologiques, les mélanges de ressources disponibles et donc ça suppose que les ressources qui étaient disponibles dans le passé et les conditions météorologiques utilisées dans le présent sont disponibles. C'est vraiment un modèle de rétrospectif. C'est pas génial pour les conditions sans les analogies. Mais il crée essentiellement une carte thermique sur le paysage. Si vous voyez les zones bleues, c'est une forte probabilité d'incendie. Et les zones orange et rouge, ce sont des probabilités plus faibles. Nous pouvons regarder ça un peu comme un pourcentage. C'est un modèle probabiliste. C'est un algorithme d'apprentissage automatique. Et 2 ou 3 mois avant la saison des incendies pour l'ensemble de l'ouest des États-Unis, on construit ce modèle basé sur les données qui remontent à environ 20 ans. L'élément suivant qu'on amène est à quoi se ressemble en fait pour un pompier sur le terrain? Comment l'effort nécessaire à l'extinction se traduit-il sur le terrain? C'est ce que nous appelons vraiment l'indice de difficulté d'extinction. Ça s'agit en fait c'est quoi le potentiel du feu, de l'incendie, donc la longueur des flammes, l'intensité de la chaleur, les conditions météorologiques et les mesures d'atténuation que nous pouvons prendre, quels sont les taux de production de la ligne de feu dans le type de combustible, comment on peut le faire efficacement compte tenu des classes de pente d'accessibilité, est-ce qu'il y a des réseaux de sentiers ou de routes qui pouvaient nous être utiles pour déplacer les ressources pour mener à bien une stratégie. Nous examinons essentiellement les risques d'incendie divisés par les conditions d'atténuation, qu'est-ce que nous pouvons amener à cet incendie et à quoi ressemble cette difficulté de suppression, cet effort qui serait nécessaire dans un paysage urbain. La difficulté de suppression, le PCL et les lieux de contrôle de la production se ressemblent beaucoup. La difficulté de suppression se concentre vraiment sur le comportement du feu et à cause de ça, vous pouvez vraiment faire une prévision sur 3 jours. Vous avez vraiment une difficulté de suppression très différente cette semaine et la semaine prochaine si votre météo change ou si vous avez un front froid qui arrive ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'en dessous des emplacements de contrôle potentiels, quelles sont vos meilleures caractéristiques de maintien sur le terrain? Est-ce que vous êtes meilleur ou pire en fonction de la météo ou ça ne va pas changer? Ce sont vraiment vos meilleures caractéristiques de maintien. Vous essayez d'aligner les couleurs sur cette carte de chaleur ici. Donc, le bleu et le bleu correspond à votre meilleure opportunité possible parce que vous avez l'accessibilité. Vous pouvez amener les choses à ces endroits et les feux sont susceptibles d'être retenus ou contenus là-bas. Si vous avez du rouge et rouge, ce sont vraiment les pires endroits possibles. Vous avez probablement un terrain escarpé qui est inaccessible et vous avez des types de combustibles qui sont très difficiles à arrêter la progression du feu. Et ensuite, vous avez ces zones jaunes ici, où vous avez ce conflit. Sur le gauche, ici, vous pourriez avoir une grande difficulté de suppression. C'est une zone qui est peut-être difficile d'accès. Disons que c'est une division continentale dans les montagnes rocheuses. Vous avez également une très forte probabilité d'arrêter un incendie là-bas si vous n'avez pas... vous avez aussi ces difficultés de suppression très faibles, comme par exemple une prairie plate où vous avez des herbes hautes d'1 à 2 pieds, facile à atteindre, facile à transporter, amener des gens là-bas, de créer des lignes, mais dans des conditions de vent fort. Le PCL vous dit que le feu est en fait très difficile à arrêter parce que ça se dissémine très rapidement, ça propage rapidement. Donc, ce sont quelques-unes des conditions et des outils que nous pouvons regarder. Un autre outil qu'on vise à améliorer, c'est la sécurité des pompiers et l'évaluation du risque d'accrochage. Malheureusement, les collisions avec les arbres aux États-Unis, c'est la 4e cause de mortalité chez les pompiers. Et donc, avec les changements climatiques et d'autres changements qui se produisent sur le terrain, les grandes épidémies de scolytes et des événements de sécheresse, ça provoque d'énormes décès. Et une des choses sur lesquelles nous avons travaillé, c'est de trouver des moyens de tirer parti de la télédétection, de la modélisation réelle à partir d'emplacements de parcelles empiriques pour déterminer. Par exemple, il y a un exemple d'un incendie de Clermont en 2020. La ligne orange représente le périmètre actif de l'incendie au fur et à mesure qu'il se protège et cette carte thermique vous indique le risque relatif d'accrochage dans ces zones. Et voici un exemple près de Kister. Si vous faites un zoom sur une photographie aérienne réelle, vous pouvez voir cette charge d'accro ici.
il y a vraiment beaucoup d'objets morts ici. Et ça crée des problèmes, que ce soit en feu ou non, parce que le risque de chute d'arbres est beaucoup plus élevé à ces endroits. Mais nous avons aussi les arbres verts qui sont un problème. Nous travaillons sur des nouvelles méthodes pour essayer de saisir la susceptibilité des arbres verts à tomber dans les interventions des pompiers. D'autres outils qui étaient disponibles dans les systèmes d'aide à la décision en cas d'incendie de feu de forêt sur ce tableau de bord, c'est le temps estimé d'évacuation au sol qui vous donne une idée un peu de la capacité d'évacuation et d'accès. Si vous avez un pompier blessé, par exemple, à quelle vitesse vous pouvez l'amener à l'hôpital, ce qui peut aussi avoir une grande influence sur la stratégie. Et l'un des nouveaux outils que nous avons depuis environ 2 ans maintenant, c'est cette idée d'une analyse de fin de saison. Encore une fois, c'est cet outil de retour en arrière qui rapporte 20 ans de données. Et typiquement, pour cette géographie spécifique, quelle est la probabilité d'avoir une sorte d'événement d'arrêt de fin de saison dû à la météo ou à la neige? Et en fait, je devrais dire à pluie ou neige. Et vous devrez regarder ces probabilités. Ça vous donne une date. Est-ce que c'est 50%, 75, 90e pourcentile? Ça vous donne une idée de la durée d'un incendie. Et évidemment, chaque année est différente. Mais le plus souvent, ça fonctionne assez bien pour vous donner une idée de la durée de votre saison des feux et du nombre de jours de croissance supplémentaire auxquels vous pouvez vous attendre avec un incident donné. Une autre chose vraiment cool à propos du tableau de bord, c'est que chaque chose que nous affichons peut être téléchargée et modifiée par l'utilisateur final. Ce n'est pas un système de boîte noire où les choses peuvent être montrées sur une carte, mais vous devez ensuite montrer cette même carte à tout le monde. Vous pouvez en fait télécharger ces couches matricielles à une taille de 30 mètres de pixels et vous pouvez les redimensionner. Si elles ne montrent pas le risque que vous cherchez, vous pouvez par exemple prendre l'exemple d'une difficulté de suppression au Texas, parce que c'est très plat, il y a très peu de difficultés, mais si vous avez des conditions venteuses ou d'autres problèmes, vous pouvez changer l'échelle en percentile ou utiliser des quantiles ou autre chose. Les données restent les mêmes, mais la mise en échelle des changements permet de représenter plus précisément les conditions du terrain. Une autre chose vraiment cool, c'est parce que ces données sont vraiment disponibles à des échelles spatiales très larges, vous pouvez commencer à classer les feux les uns par rapport aux autres. Donc, commencer à penser à quelles sont les valeurs à risque des larges échelles spatiales, l'emplacement de ces incendies, comment les conditions météorologiques favorisent-elles la propagation de ces incendies. Et vous pouvez ensuite commencer à réfléchir à déployer les ressources au niveau national, régional, dans la zone géographique et comment les déployer à meilleur escient. Et puis, vous pouvez aussi commencer à utiliser ce genre de choses pour encadrer les compromis qui doivent être faits sur les incendies. C'est la prochaine crête. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour investir pour arrêter un feu ou c'est vraiment pour éviter les pertes et la compréhension de la question suivante, y aurait-il une perte significative à attendre jusqu'à ce que nous ayons une plus grande probabilité de succès? Et nous pouvons vraiment commencer à introduire explicitement l'exposition des pompiers, quel type de mélange de ressources serait nécessaire pour répondre à des stratégies spécifiques. Et dans des conditions extrêmes, qui malheureusement se produisent de plus en plus, vous avez un front de flamme qui se propage rapidement, par exemple sous une condition de froid franc. Vous savez que votre probabilité de réussir à retenir ce front de flamme, peu importe la direction dans laquelle se déplace, est très faible. Mais si vous avez des ressources sur cet incendie, ça vous donne une opportunité de réfléchir à une possibilité de réaffecter ces ressources avec plus de succès et créer une sorte, peut-être une zone d'attente au nord ou au sud et à l'arrière de l'incendie? Ou est-ce que ce serait le bon moment pour redistribuer ces ressources à un autre incendie qui a une plus grande probabilité de succès et attendre que, que la météo change? Ça vous permet d'introduire certains de ces compromis dynamiques. Et enfin, vous pouvez introduire ces considérations sur la durée de l'incendie qui n'étaient pas vraiment disponibles auparavant. Vous pouvez utiliser les opportunités de contrôle, vous pouvez utiliser les efforts de suppression, cette analyse de fin de saison pour dresser un peu le tableau de la durée prévue de ces incidents spécifiques compte tenu de la date d'allumage et de la situation actuelle. Une dernière composante de ce processus consiste à suivre le progrès réalisé. Pendant longtemps, aux États-Unis, nous sommes vraiment concentrés sur le pourcentage d'achèvement de confinement d'incendie. Et le confinement
C'est pas une bonne façon de se rendre compte de ce qui se passe exactement sur cet incendie. Au lieu de ça, si vous pouvez identifier une série d'objectifs spécifiques pour ce feu, alors vous allez pouvoir commencer à mesurer le pourcentage de chacun de ces objectifs spécifiques. Et vous allez pouvoir avoir une idée des efforts de lutte contre les incendies s'ils sont utilisés pour atteindre les objectifs. Donc, au Texas, par exemple, pour regarder la ligne construite, c'est une opération de nettoyage. euh, c'est très proche d'une interface urbaine sauvage. Ils utilisent des distances de nettoyage de 25 pieds, 50, 7500 pieds. Et vous pouvez voir que c'est une sorte de stratégie de grande envergure. Ils préparent vraiment les lignes et ces feux se propageaient toujours activement parce que on n'avait pas encore atteint ces endroits. Le confinement était assez bas, mais si vous regardez l'achèvement de la stratégie de façon plus large, c'était beaucoup plus élevé. Donc, ça vous donne une image beaucoup plus réaliste de ce qui est prévu pour les incendies de cette façon. Et puis, la dernière chose que je veux aborder, c'est qui utilise réellement ces trucs. Nous avons donc tous ces outils, nous avons beaucoup de soutien de notre université, des contributeurs et du gouvernement fédéral. Nous avons eu une étude indépendante qui a été commandée par certains de nos clients et nos groupes de recherche au sud-ouest qui ont été envoyés, ils ont reçu des questionnaires à environ 100 équipes de commandement d'incidents et ont reçu des réponses de 27 des équipes. Et parmi celles-ci, nous avons obtenu un taux de réussite impressionnant pour l'utilisation de ces outils. 87% des équipes n'utilisent pas activement ces nouveaux outils, en plus du système d'aide à la décision pour les incendies de forêt. Mais à quel moment du processus décisionnel les utilisent-ils au départ? La grande majorité des équipes les utilisent dans la gestion des grands incendies, donc les opérations et l'évaluation à long terme. Et au début de l'identification des objectifs et des stratégies de l'incident, 70% des équipes les utilisent pour ça. Et une grande partie de ça aussi, c'est de réimaginer un peu les stratégies. C'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Comment vous pouvez utiliser ces outils pour vraiment faire la prochaine bonne stratégie, qu'est-ce qui est approprié pour la fenêtre de 7 à 10 jours. Donc, vous pouvez voir ici qu'ils utilisent ces outils à diverses étapes du processus décisionnel. Et avec ceci, je vais juste transférer maintenant au tableau de bord de la gestion des risques et vous donner un exemple d'un des feux qui brûle en Oregon en ce moment. Et la saison devrait être terminée selon les analyses. Donc, il y a déjà de la pluie et de la neige habituellement dans ces régions. Il nous regarde En fait, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de pluie dans cette partie de l'Oregon. C'est un grand feu que nous suivons de façon active. Et je vais juste tirer ici ce que je recherche. Et voilà. Nous sommes vraiment à l'intérieur du système de gestion. Donc, il y a son tableau de bord. Une chose que je voudrais remarquer ici, c'est vraiment public. Le support de système de prise de décision est protégé. Seulement les gens qui ont les licences pour gérer les incendies peuvent utiliser ces outils. Ce tableau de bord est accessible, même pour le téléchargement des données. Tout le monde dans le public peut avoir accès aux données. C'est vraiment différent. C'est un modèle très différent. Et c'est vraiment un grand feu qui brûle en Oregon maintenant depuis 2 mois et demi. C'est à Cedar Creek. C'est 1200 acres, si j'ai bien entendu. C'est quoi? C'est 60 000 hectares, pardon, en ce moment, de brûlés. Et vous pouvez peut-être... je vais juste apporter votre attention ici sur ces pixels ici. C'est vraiment l'image de chaleur ici. C'est de ce matin, si vous voulez voir à quoi ça ressemble sur Google Earth. Vous voyez ça ici. Je vais juste fermer quelques petites couches analytiques ici. Vous pouvez voir... On a beaucoup de chaleur, en fait, toujours actif sur ce feu. Et c'est vraiment les opérations ici de contingence ici qui sont en cours, mais d'autres parties au milieu
Ça produit beaucoup de fumée et la bonne chose ici, c'est qu'on a arrêté en fait le feu de se propager à Oak Ridge, qui est vraiment une zone très donc populée. Donc dès le début, ça a commencé vers, vous avez le petit triangle bleu ici, c'est vraiment le point de départ, et ça brûlait vers le lac, et ensuite ça brûlait vers le haut, et en 3 jours, c'est 20 000 acres ici autour, dans dans ce terrain un peu plus sauvage, et ça montait à 100 degrés, et ça commençait à se déplacer vers cette zone urbaine très populée. Et si on peut utiliser un peu cet outil ici, et on peut commencer à tirer des choses comme qu'est-ce qu'ils utilisaient vraiment pour faire face à ces soucis. Et c'est un super terrain à utiliser parce qu'ils ont fait beaucoup de pré-travail pour identifier où sont les meilleures caractéristiques sur ce terrain pour pouvoir faire du contention. Ce sont des possibles et à l'ouest donc des États-Unis. Ils ont vraiment ces dessins ici. Vous voyez un peu ces réseaux. Donc, et ça monte jusqu'à la frontière canadienne. Et si vous allez directement dans l'incendie, ils utilisent beaucoup de stratégies pour essayer de contenir ce feu. Et ils ont, aussitôt qu'il y avait l'opportunité de le faire, ils ont eu l'équipe donc T1 quand ils avaient seulement 1000 acres. Et ce qu'ils ont trouvé au fur et à mesure, c'est que les endroits où ils ont eu du succès pour vraiment contenir l'incendie, c'était sous ces frontières d'un peu POD, mais ce temps d'effort, essayer d'utiliser cette évaluation du risque, et c'est considéré à bas risque en fait ici. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures de construites qui sont menacées. C'est un endroit qui peut recouvrir, en fait, récupérer des incendies facilement. Les arbres peuvent pousser. Mais ce que vous pouvez regarder ici, si je descends ici, juste pour vous montrer ce qu'ils utilisaient comme évaluation de risque. C'est le CNBC ici. Donc, les changements ici, le rouge que vous voyez ici, dans cette zone rouge ici, vous pouvez le voir. Et comme vous vous rapprochez de plus en plus de Waldo Lake, de cette zone de nature sauvage, ils ont vraiment très peu d'inquiétude sur ce que l'incendie va faire. Ils ont vraiment concentré leurs efforts de confinement actif en faisant des brûlages le long des limites de la zone jusqu'au moment où l'incendie arriverait, même ils auraient été défiés par un de ces vents d'est pendant un front froid, ils auraient suffisamment de tampons pour que l'incendie ne se propage pas jusqu'à Oak Ridge. Une autre chose qu'ils ont considérée ici, c'est qu'ils ont perdu 2 pompiers à cause des arbres qui sont tombés dans ce terrain au cours des 10 dernières années. Donc, vraiment, faire attention pour ne pas mettre inutilement leurs pompiers en danger. Et nous avons cette carte de risque d'accrochage avec les arbres ici. Et une des choses que ça a pu démontrer, c'est qu'il y a une grande partie de ces zones qui n'ont pas essayé de faire beaucoup d'efforts pour contrôler l'incendie. D'une part, c'était à faible risque et c'était une zone de nature sauvage et où il y avait beaucoup d'accrochages. Et l'analyse montrait ces zones rouges ici, où il y avait beaucoup d'arbres qui peuvent tomber. Si vous descendez dans ces zones, vous pouvez compléter vos lignes. Il y a beaucoup plus de bleu et de jaune. Ce sont des zones où il y a moins d'accrochages d'arbres. Donc, ça a permis vraiment d'axer la conversation sur la probabilité de réussite de capturer ou de contenir ces zones, à quelle vitesse on peut envoyer des ressources et comment on peut maintenir l'exposition de nos risques à un minimum tout en tenant compte de nos pertes potentielles en attrapant l'incendie ici plutôt que, disons, en essayant d'aller directement quelque part au milieu de ce groupe. Donc, ils sont capables de faire des calculs. Le succès est probablement beaucoup plus élevé ici. Donc, allons à ces endroits. Ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils ont créé un tampon assez efficace pour arrêter l'incendie. Il n'y a pas beaucoup de chaleur générée le long de ce front qui menace Oak Ridge. Mais ils ont toujours à faire face à beaucoup de fumée. Donc, Oak Ridge est maintenant à 6 semaines d'inondation de fumée. Et
une partie de cette conversation, c'est vraiment de faire quels sont les effets d'incendie. Ici, une des choses qu'ils ont remarqué, c'est que dans ces endroits, ils ont vraiment ces grosses poussées de feu où il y a vraiment beaucoup de... Donc, il y a vraiment de 78% de mortalité de ces grandes zones enflammées, de la canopée des arbres. Il y a vraiment des piles qui brûlent. Il y avait peut-être 10% en fait de mortalité le long de ces zones et 78% de ces grandes zones enflammées. Donc, ils essaient vraiment d'avoir les effets écologiques qu'ils veulent et peuvent mitiger un peu ce hasard d'incendie. Et une autre chose qui est super de regarder, c'est même avant la saison des incendies, avant d'avoir ce départ de feu, il peut y avoir vraiment des cartes de potentiel de feux de forêt ici. Et c'est marqué vraiment de façon avec succès autour de ces euh, zones rouges ici. C'était vraiment pas une composante de contingence. Donc, vous avez pu contenir où où les cartes pouvaient mentionner où ils auraient du succès. Et ce sont des endroits où ils ont fait leurs opérations de brûlage et ça les a renforcé un peu leurs décisions. Et ça a amélioré beaucoup de ces régions, de ces terrains. L'autre point que je vais mentionner ici, toutes ces analyses sont disponibles sur le tableau de bord. Ça peut être exporté également. Vous pouvez vraiment examiner le terrain de façon donc à distance. Disons que vous avez une équipe et vous voulez assigner sur un incendie. Vous pouvez tirer ces analyses, vous pouvez regarder le terrain et avoir un sens de ce que l'incendie fait, ce qui brûle en direct et un peu la délimitation de l'incendie aujourd'hui. Et vous pouvez faire comme, par exemple, d'allumer un peu ces couches. Quels sont mes endroits de contrôle et toutes ces composantes ici que j'ai mentionnées auparavant et on peut regarder ça ensemble. Avec ceci, je vais passer à je vais passer à la partie questions-réponses et on pourra justement répondre là-dessus. Donc, Kit, nous avons une question ici. L'intérêt sur la productivité des données, en fait, pour l'index de difficulté des incendies. À quel point c'est robuste. Et c'est vraiment un des éléments clés. Et c'est la question. Et j'aimerais ça peut-être que si vous pouvez en parler sur la couche de suppression et la difficulté de suppression, et vous pourriez peut-être comment, expliquer comment c'est créé et comment ça pourrait être même créé en tant que couche pour quelqu'un qui est au Canada, par exemple, qui est pas... ce n'est pas... c'est depuis 2021 que nous avons commencé vraiment à intégrer c'est ça sur les PDF. C'était pas un exercice que je vais compléter sur mon tableau de bord. Et c'est tout. Donc, si on va à cette question initiale de ces taux de production, il y avait deux études qui ont été faites aux États-Unis sur l'analyse du programme des incendies en 2011. Il y avait une mise à jour en 2013 pour essayer d'avoir des taux de production pour une équipe de 20 personnes sur différents terrains, sous différentes euh, classes de terrain. Et pour répondre à la question, les estimés sont très, très variables. Donc, on utilisait un peu cette note de médiane pour avoir un peu d'efficacité. On ne voulait pas démontrer quelque chose de plat, quelque chose que vous pouvez... Si vous avez, par exemple, des terrains qui sont avec des grandes pentes, mais de façon générale, ça peut être de 80% de marge en fait, ça peut être c'est 20% de marge d'erreur, en fait, pour utiliser ces lignes de feu. C'est pour prendre en considération que vous avez une stratégie de 3 ou 4 jours avant que l'incendie arrive à cette propagation. Donc, vous avez cette construction de mode. euh, et c'est là où ces taux sont assez
juste. Et est-ce que vous pourriez peut-être plus en détail sur la difficulté, sur l'index de difficulté de suppression et l'élément qui je sais que c'est pas juste le taux de production, il y a aussi les pentes. Oui, c'est en 2020, il y a eu une mise à jour en Espagne qui a tous les détails, mais nous avons utilisé vraiment des cartes et dans la pré-saison, nous avons utilisé ce que les conditions typiques météorologiques de feux de forêt et c'est dans le 90e pourcentile par exemple. Et ensuite, nous avons réduit à petite échelle pour prendre en considération des variables topographiques et nous avons produit des cartes et la longueur de flamme et nous avons multiplié tout ça ensemble et ça crée un peu votre élément de hasard. Et c'est le numérateur ici et vous avez l'équation ici. Quelle est votre proximité aussi à des routes de qualité, quelle est votre proximité à des routes secondaires et si vous avez des bonnes données sur vos routes, vous pouvez les utiliser. Et quelle est la densité du système de sentiers que vous avez. Vraiment, c'est les variables topographiques typiques qui sont nécessaires et ce calcul de trop de production d'incendie. Ça, c'est vraiment sous-peser les uns avec les autres et combiner ensemble. Et c'est vraiment c'est une algèbre, c'est de diviser, pour créer une carte comme celle-ci. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité d'algèbre d'un calcul. Il y a une autre question ici, est-ce que vous pouvez, comment vous quantifiez une fin de saison ou un événement de fin de saison? Je ne suis pas en charge, en fait, des analyses. Je n'ai pas joué avec de façon directe, mais je pense que c'est au 90e pourcentile des attentes de précipitations, dépendamment du lieu ou du terrain. Je pense que ce sont des données de 2012 et Matt Jolly ici, dans le programme, l'a adapté sur le système de danger des incendies. Et j'essaie de penser un peu sur le système de matrice de météorologie que nous utilisons aux États-Unis. Ça calcule quelle est votre probabilité d'avoir vos 90% de probabilité de pluie, par exemple, pour arrêter un incendie. Et je pense que ça dépend d'un montant spécifique d'eau ou d'humidité. Et il faudrait que je creuse un peu plus en profondeur pour avoir plus de détails là-dessus. Et nous avons une autre question ici. Comment vous prenez en considération dans le fond, les lignes d'approvisionnement d'eau ou l'équipement, l'acheminement d'équipements lourds? Et oui, ça, c'est une de ces choses que on a vraiment le sommaire de l'aviation ici que nous pouvons regarder et combien d'avions peuvent être utilisés sur un feu. Il y avait une étude qui a été commissionnée par l'aviation au service forestier et l'utilisation efficace de la force des avions et on a eu de la difficulté à trouver quels sont les objectifs en fait pour les avions. Est-ce que c'était vraiment contenir le feu ou réduire l'intensité du feu et quel est le mélange de ressources qui sont utilisées? Est-ce que c'est des tanks plus des hélicoptères ou c'était une commission sur l'efficacité de l'utilisation de la force aérienne et ce que nous avons fait maintenant, c'est d'essayer de faire plutôt un effort de données empiriques et on essaie de suivre l'utilisation de ces ressources et de revenir en arrière pour essayer d'améliorer l'efficacité d'une stratégie ou d'une autre. Il y a vraiment une étude qui vient juste de sortir. Je pense qu'elle était dans le magazine de View. C'est même pas sorti encore. C'était de la Californie, je crois. Et ce qu'ils ont trouvé depuis les dernières 10 années, c'est par exemple un feu de ligne de gaz, par exemple. Ils ont modifié le gaz, mais
il n'y avait pas de ressources donc d'avion pour arrêter l'incendie ici. Donc ça baissait l'efficacité. Mais si vous avez quelqu'un sur le terrain, vous aviez soit des camions ou encore une fois, et vous avez le bénéfice d'un retardant à cet endroit spécifique, votre efficacité augmente de 68%. Donc, c'est vraiment une des choses que on essaie de vous démontrer, c'est que vous pouvez commencer à identifier quels sont les lieux spécifiques, mais ensuite déterminer toutes les autres ressources que vous avez disponibles pour amener à ces emplacements pour vraiment amener votre efficacité. Donc, c'est super. Ça aide vraiment à quantifier la différence entre, vous avez un comportement d'un feu et vous voulez faire une suppression le plus tôt possible, et ça en fait partie. Et ce type de recherche commence à quantifier, si vous avez ce type de barrière, qu'est-ce qui doit être présent, qu'est-ce que nous devons faire pour s'assurer que le contrôle ou que le terrain de contrôle soit plus efficace. Nous n'avons pas vraiment de questions dans la boîte de discussion en ce moment. On souhaite la bienvenue aux questions. Si vous avez d'autres commentaires, vous pourriez les mettre dans la boîte de discussion ou lever votre main. Une des choses que j'aimerais euh, partager, moi j'ai fait la recherche et c'est un super projet et c'est un super tableau de bord, mais en bout de ligne, c'est vraiment les couches GIS ne peuvent pas être faites. Je vais mettre de l'avant également que ces réseaux POD ici dans l'ouest des États-Unis, ne sont pas des produits recherchés, ce sont vraiment des choses déterminées par les gestionnaires des incendies sur le terrain. Et la recherche fournit la structure durant ces ateliers de prévention des incendies, mais on se base sur l'expertise des gens qui sont sur le terrain. Et c'est pas quelque chose qu'on va imposer sur le terrain. Voici des analyses et voici ce que ça nous dit et voici ce que le PCL nous... Ce sont juste des modèles, ce qui veut dire que sont peut-être véritables à 80%, mais il y en a peut-être 20% qui sont pas bons. Donc, déterminez avec nous quelle est, selon votre expertise, où ça fonctionne ou pas. Et c'est comme ça qu'on fait une meilleure... c'est là la force, en fait. Et il y a vraiment un potentiel de transférer tout ceci à d'autres systèmes de gestion des incendies. Par exemple, au Portugal, en Espagne, en Italie. Et il y a beaucoup d'intérêt international. Et les régions à haut risque qui sont ouvertes à des grandes populations, il y a plus de probabilité de besoin. Et je crois que ces techniques peuvent se transférer de façon directe au système canadien. Ils vont avoir besoin de vos données, évidemment, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut sous-déterminer et qu'on peut travailler autour de ces outils. J'ai juste entendu quelqu'un. Est-ce que quelqu'un avait une question? Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner, peut-être nous parler un peu sur le pod et son atelier et l'importance de la part des données, de la part des gestionnaires des incendies? Je sais qu'on en a déjà parlé et il faut s'asseoir et faire ses analyses préliminaires de pré-saison et regarder à tout ça. Mais ensuite, il y a vraiment le gestionnaire du territoire, les pompiers, les membres de l'équipe de gestion des incidents. Votre base d'analyse dit ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Oui, c'est tout à fait exact. Et l'un des meilleurs mécanismes de retour d'information que nous obtenons pour ces analyses, c'est lorsque nous les présentons directement aux gestionnaires des incendies ou en pré-saison, quand le temps n'est pas compté. Ils peuvent nous dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas de ces analyses et ce qui fait du sens, ce qui ne le fait pas du sens. Et ça nous permet de retourner un peu euh, et recréer un peu les attentes pour que ça reflète plus fidèlement la réalité sur le terrain. Et ça fait partie de la boucle de rétroaction de toutes ces analyses. Et plus c'est utilisé pendant la pré-saison et même pendant l'incendie, plus nous recevons de rétroaction. Et donc, par exemple, je n'utiliserai pas ce produit dans cette zone, mais nous retirons le produit de cette zone. Et, OK, nous allons le retravailler. Et
Rien de tout ça n'est une prise de décision. Tout ceci, ça aide à la décision. Ces composantes sont conçues pour fournir, nous l'espérons, des informations plus nombreuses et meilleures que celles que nous avions dans le passé. Mais chacun de ces limites de POD sont en quelque sorte conçues pour identifier en pré-saison les conditions, les meilleurs emplacements disponibles pour que les gens puissent avoir la meilleure chance pour un emplacement donné. Et puis, dans un scénario d'incendie spécifique, vous avez les conditions météorologiques, vous avez des contraintes de ressources, vous avez d'autres sortes de variables qui doivent être prises en compte. Et ça vous montrera certaines limites qui sont défendables, donc qui ne sont pas, surtout si c'est un feu qui se déplace rapidement. Vous allez peut-être avoir besoin de jusqu'à 2, 3 nacelles pour essayer de créer les conditions appropriées pour arrêter l'incendie. Donc, ça préidentifie toute cette ligne de contingence à l'avance et enlever un peu de cette pression de temps. Et puis, nous avons une autre question. Combien de personnes sont impliquées dans la construction et la maintenance de ce système? Peut-être juste le tableau de bord ARMA et vous pouvez parler plus largement de qui est impliqué. Oui, en fait, c'était peut-être un peu enterré dans mes diapositives ici, mais ici, donc 11 analystes ont produit 650 produits et 2000 sur beaucoup d'incendies. Sur ces 11 analystes, 2 étaient des employés d'université, 2 ou 3 étaient des post-doctorats et ensuite, je crois que 1 ou 2 de ces analystes travaillaient pour la gestion des incendies et de l'aviation par le biais du programme d'aide à la gestion du risque. Et donc, 12 ou 13 personnes responsables au total de tout ce que vous voyez ici. Donc, c'est le service que vous offrez essentiellement, mais ça ne tient pas compte de l'accès de l'équipe de gestion des incidents aux personnes qui ont accès au tableau de bord et utilisent les outils. Oui, c'est exact. À l'origine, on a essayé de suivre un peu les pings du tableau de bord, comme les clics. Et on a découvert que quand les gens vont dans les tableaux de bord, ils commencent à cliquer sur tout. Donc, une personne pouvait être responsable de 25 à 30 clics. Et rapidement, on approchait 5000 à 6000 clics en mai, au début des nouvelles saisons des incendies. Donc, on a arrêté d'utiliser ça pour commencer à prendre en compte l'utilisation du feu. Je sais que le tableau de bord de l'armée utilise Google Earth et sa base, non? Non, en fait, c'est seulement la cartographie Esri. C'est juste une carte fantaisie et on ne calcule rien à la volée. C'est relativement simple. C'est juste un truc de cartographie. Si je vais ici, comme ça, je peux entrer une adresse spécifique et nous allons sauter à Waldo Lake, Oregon. Et l'incendie qui m'intéresse, je peux aussi entrer le nom de feu d'incendie spécifique, par exemple le Bear Trap au Nouveau-Mexique. Et on va arriver directement sur l'incendie. Donc, c'est vraiment un site WebArc, une carte WebArc qui est activée pour afficher toute une série de choses différentes par-dessus. Et cette interface, avec la prochaine génération du système, Wooftus, ira soit Google Earth ou Amazon Cloud comme interface pour calculer les produits spécifiques à la volée en utilisant les conditions météorologiques personnalisées et d'autres entrées personnalisées. Donc, vous allez avoir cette composante interactive. Nous y travaillons de façon périphérique depuis 4 ou 5 ans. Et c'est toujours en cours et en l'état actuel, vous pouvez faire énormément de choses avec ces informations relativement statiques. Donc oui, comme le tableau de bord, combien de personnes ont été impliquées pour sa construction? Je pense 3, peut-être. Rick Stratton est en quelque sorte le coordinateur général de ce projet. Et puis, il avait eu 2 assistants. L'un était son analyste spatial et l'autre était un concepteur de site web. Ils ont fait une version initiale en 2020 et ils l'ont construit pour avoir de plus en plus de capacité. Et puis les onglets en haut, c'est juste des liens vers les produits de d'autres personnes, comme les incendies graves, le danger météorologique. C'est pas du tout un produit RMA, il s'agit d'un produit distinct qui examine le danger d'incendie dans d'autres endroits. Et certaines de ces autres choses
font des calculs en arrière-plan. Par exemple, le statut d'incident s'utilise, je pense, une plateforme Java pour rassembler les informations sur les feux individuels et vous donner une idée de ce qui est fait aujourd'hui sur des incendies individuels. Ça vous donne des tas de données. Et nous avons une autre question ici. Est-ce que vous savez si les équipes de gestionnaires d'incendie font appel à du personnel analytique pour l'utiliser de leur côté ou est-ce que ce sont les gens, les plans des gens existants qui ont accès? En fait, comment c'est utilisé, comment l'information est utilisée? C'est un très bon point. Donc, quand j'ai parlé à la personne du district en charge de l'incendie de Cedar Creek ici, elle savait que c'était proche d'une ville et ça la préoccupait. Elle était aussi très intéressée par le fait de documenter ce qui se passait pour pouvoir transmettre toutes les informations à la ville et de la faire participer en tant que partenaire. Donc, il y avait cette nouvelle branche appelée Opération stratégique et c'est une sorte de groupe d'analystes spatiaux de très haut niveau qui ont déjà leur qualification complète de pompiers. Leurs analystes à long terme sont vraiment gravi les échelons de prévention des incendies et sont intéressés à s'engager directement avec ce type de nouvelle génération d'analyse. Et donc, cette personne a vraiment parlé de l'équipe de type 1 parce qu'il y avait une interface d'opération stratégique. Et cette personne chargée des opérations stratégiques est donc arrivée immédiatement avec tous ces éléments à la table et a commencé à parler du tableau de bord, du risque et des options stratégiques dont il disposait. C'est pas la norme en ce moment, mais on essaie de nous adapter. Il y a beaucoup de formations qui sortent au sein de l'infrastructure de formation pour amener de plus en plus de gens dans ce giron. Et bien que je pense qu'on est limité par ces personnes, le talent analytique pour le faire en ce moment, donc on va avoir besoin de personnel aussi. Nous avons une autre question ici. Avez-vous des idées sur la façon dont vous pourriez évaluer ou quantifier l'efficacité des outils, y compris les résultats des incendies de feux de forêt? Il y a un avertissement à tout ça. C'est beaucoup de ce que nous faisons ici, c'est d'essayer de documenter la prise de décision et toutes les bonnes décisions ne mènent pas à tous de bons résultats. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de classer nos décisions en fonction de leur robustesse. Est-ce qu'elles utilisent les meilleures informations disponibles? Est-ce qu'elles sont reproductibles? Et quand quelqu'un d'autre fera les mêmes choix, si oui, c'est une bonne décision. Donc, avec un peu de chance, ça nous amènera à des meilleurs résultats. Et le plus souvent, c'est le cas. Mais il y a aussi on a de la chance des fois avec des mauvaises décisions et nous ne voulons pas nécessairement récompenser les mauvaises décisions si elles ont un bon résultat. Vous avez un changement de météo, par exemple. Oui, nous faisons quelques études en ce moment sur ces analyses spécifiques pour voir dans quelle mesure elles s'alignent sur la fin de l'incendie ou le confinement de l'incendie. Un autre défi, c'est vraiment le suivi des ressources et la compréhension de ce qui s'est passé au quotidien, les ressources disponibles et la manière dont elles ont été utilisées pour créer le résultat que nous avons obtenu. C'est quelque chose que nous avons fait au cours des 2 dernières années. Nous avons plus de données de suivi que nous n'avons jamais eu dans le passé. Mais il faudra probablement 1 ou 2 années supplémentaires avant que ces études soient publiées pour pouvoir être utilisées et améliorer nos processus. Excellent. Donc, je vais juste donner quelques secondes supplémentaires si vous avez d'autres questions dans la boîte de discussion. Mais nous avons atteint notre temps imparti. Donc, si nous avons d'autres questions, posez-les rapidement. Si vous voulez, Heather vous fournira ce jeu de diapositives si vous voulez le regarder de plus près. Et je suis plus qu'heureux. Ou si vous voulez taper ou googler Risk Management System Dashboard, ça apparaîtra. Vous pourrez l'explorer vous-même. Ce n'est pas du tout un système fermé. Ouais, super. Eh bien, Keith, je veux vraiment vous remercier. Dave, est-ce que vous avez beaucoup de questions? Donc, est-ce qu'il y a une chance peut-être pour pour un suivi? Je vais dire, Dave, avec beaucoup plus de questions, je vais vous donner une bonne nouvelle. Kit va être donc un invité à la conférence de Wildland Fire Canada à Edmonton. Si vous êtes là,
et vous avez la chance de lui parler. Il est très sympathique. Présentez-vous. Et je suis sûre qu'il sera heureux de répondre à d'autres questions et je suis également heureuse d'aider, diriger les gens dans la bonne direction si quelqu'un veut venir me parler. Kit, est-ce que vous avez vos coordonnées sur la première diapositive? Non, je les ai pas. J'ai pas réalisé que je les avais oubliées. Je vais les mettre dans la boîte de discussion maintenant. Et aussi, si quelqu'un manque la conférence sur les incendies donc à l'Halloween ou au début novembre, je vais aussi être panéliste sur la conférence de stratégie à la mi-novembre en Caroline du Nord, si vous pouvez être présent. J'aimerais vous remercier pour votre présentation qui était super. Je pense que ça nous donne tous beaucoup de choses, de matière à réflexion. Et il y a eu beaucoup d'avances depuis les dernières années dans ce domaine. Et pour moi, de passer à travers cette recherche, c'était incroyable de voir, dans le fond, un papier de recherche sur un outil développé qui peut être utilisable. Et je vais remettre l'emphase là-dessus. Et la réalisation pour moi que c'est vraiment juste une couche et c'est facile à produire avec un spécialiste. Donc, merci énormément d'avoir fait votre présentation. C'était plein d'informations bénéfiques et je vraiment vous apprécie d'avoir lancé cette première conversation de cette année. Merci beaucoup, Heather. J'apprécie l'opportunité. Super. Et avec ceci, je vous remercie. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci.